En ce moment même, il faut s'imaginer qu'on a des lignes de code qui tournent sur des serveurs ultra lointains et ça, juste pour décider de la quantité exacte d'eau ou d'azote dont aura besoin un plant de maïs spécifique. Ouais, un plan vraiment précis situé quelque part dans la Beauce, par exemple. Voilà, et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. C'est notre analyse de Deep Dive et aujourd'hui, on s'attaque à un panel de discussion assez exceptionnel. Franchement exceptionnel, oui. C'est un panel capté en direct du Salon de l'Agriculture à Paris. Et il faut vraiment visualiser la scène. On a le bruit des tracteurs, le meuglement des vaches en arrière-plan, et sur scène, c'est une collision totale des mondes. C'est ça. On a d'un côté des chercheurs de pointe de l'INRIA, l'épine dorsale de la recherche publique en informatique en France. Et ils sont assis juste à côté d'experts en stratégie d'entreprise ou de fondateurs de start-up de la tech agricole, des boîtes comme Carbon Maps ou AI Builder. Et le but de ce panel, c'est aussi la mission de notre analyse aujourd'hui. Il s'agit de percer à jour une réalité qui dépasse largement le simple phénomène de mode, quoi. Ouais, on met vraiment de côté le buzz médiatique autour de ChatGPT ou des générateurs de texte, hein. On veut comprendre la mécanique. Exactement. Comprendre comment l'intelligence artificielle va redessiner l'un des secteurs les plus anciens et vitaux de l'humanité. Et attention, on ne parle pas de science-fiction avec des robots androïdes dans les champs, hein. Non, pas du tout. Les sources insistent vraiment sur une urgence économique et réglementaire immédiate. Et c'est là que l'écoscore entre en jeu. Ah, l'éco-score. C'est mentionné comme un catalyseur majeur dans les documents. Bah oui, parce que l'écoscore, c'est pas juste une petite étiquette colorée sur un emballage au supermarché, en fait. Non, c'est un vrai système réglementaire. Ça va obliger toute l'industrie agroalimentaire à évaluer de manière vraiment chirurgicale l'empreinte environnementale du moindre produit. Et le problème, c'est que pour calculer ça, bah, le à peu près, ce n'est plus légal. Fini là à peu près, ouais. On peut plus se contenter de l'intuition d'un producteur qui dit Moi, je fais de mon mieux pour la nature ». Il faut une quantité de données massive pour le prouver. C'est le nœud du problème. L'intuition, ça ne passe pas l'épreuve de l'audit. Et l'IA intervient ici, non pas comme un outil de production directe, mais comme une calculatrice géante. Une calculatrice géante, c'est une bonne image. Pour bien saisir l'ampleur, moi j'aime bien comparer ça à l'invention du tracteur. Ah oui, au début du XXe siècle. Voilà. Le tracteur, il n'a pas fait disparaître l'agriculteur, mais il a modifié l'échelle du métier, tu vois. Il a mécanisé et décuplé la force physique. Et là, avec l'intelligence artificielle, on s'attaque à autre chose. On décuple ou on externalise la force cognitive. C'est hyper central dans les documents, cette distinction entre physique et cognitif. Le panel parle d'ailleurs d'un basculement historique, le passage de l'intelligence diffuse à l'expertise formalisée. Parce que l'agriculture, en fait, fabrique de l'intelligence depuis 10 000 ans. Le fameux bon sens paysan, c'est ni plus ni moins qu'une base de données empirique. Ouais, c'est la connaissance sur la rotation des cultures, regarder les nuages pour anticiper la grêle, toucher la terre. Toucher la Terre pour savoir si elle est prête, exactement. C'est une intelligence collective hyper riche, mais elle est diffuse, non écrite, et surtout pas mesurable par un ordinateur. C'est un peu comme comparer, disons, la cuisine de nos grands-mères à la chimie moléculaire. Bah, c'est tout à fait ça. La grand-mère, elle sait qu'il faut une pincée de sel pour monter les blancs en neige. Elle le sent, c'est l'intelligence diffuse. Alors que l'algorithme, bah, il calcule la réaction et décrète qu'il faut 1,2 g de sel à 22 degrés. C'est reproductible à l'infini, mais c'est très froid. Et c'est exactement ce que fait la tech agricole en ce moment. Elle prend le coup d'œil du paysan et le transforme en équation. Et pour comprendre ça, prenons l'exemple de la start-up Carbon Maps, qui est longuement abordée dans le panel. Oui, leur promesse est assez folle. Ils ne donnent pas une simple moyenne nationale de pollution pour un litre de lait, par exemple. Non, ils vont beaucoup plus loin. Pour évaluer l'impact d'une brique de lait spécifique, l'algorithme va croiser des données satellitaires pour analyser l'herbe du pâturage dans une région précise. Ils utilisent même des modèles de la recherche vétérinaire pour calculer la digestion de telle race de vache. Attends, la digestion de la vache. Et Ouais. Pour en déduire le volume exact de méthane émis en tenant compte de la météo de l'année. C'est d'une granularité vertigineuse. c'est fou. Mais en lisant ça, il y a une objection évidente qui vient à l'esprit. L'agriculture, ça reste le travail du vivant. Bien sûr. Vouloir réduire l'interaction entre un humain, un animal et un climat hyper capricieux à une ligne de code, est-ce qu'on ne déshumanise pas l'acte de nourrir? C'est une objection soulevée par pas mal de voix dans l'industrie. Mais la réponse des experts sur scène, elle est implacable. Ah oui? Ils répondent quoi? Ils disent que cette modélisation à l'extrême, c'est le seul outil pour imposer une vraie transparence.
À partir du moment où tout est codifié par des milliers de données, plus personne ne peut se cacher. Se cacher derrière la complexité du vivant, en gros. Voilà. L'algorithme donne un bilan carbone précis. Ça force le producteur, l'industriel et le distributeur à assumer leur impact devant les régulateurs. La fin de l'opacité, en fait. Donc on passe d'une obligation de moyens, genre je cultive de mon mieux, à une obligation de résultat au gramme de CO2 près. C'est un changement de paradigme total. Sauf que, bon, introduire une technologie qui dit quoi planter et quand récolter, ça réveille l'angoisse de la destruction des emplois. Si le logiciel sait tout, quel est l'avenir des gens qui conseillent les agriculteurs? Et là-dessus, le consensus des sources est assez contre-intuitif. L'IA ne va pas faire disparaître l'humain. Elle va juste déplacer ses compétences. Déplacer les compétences? Oui, l'exemple le plus décortiqué, c'est la mutation du conseiller agricole. Tu sais, ces ingénieurs qui vont de ferme en ferme pour repérer une carence en azote sur une feuille. Ouais, ceux qui disent au fermier ce qu'il doit appliquer sur son champ. Historiquement, leur valeur, c'était ce savoir encyclopédique. Mais que se passe-t-il si un drone survole le champ et qu'un algorithme identifie la maladie avec 99% de précision, avant même qu'elle soit visible? Le conseiller perd son monopole. Exactement. Du coup, les sources expliquent que ce professionnel va devoir se transformer en coach ou en spécialiste de la conduite du changement. Attends, si je suis bien, le logiciel devient l'agronome et l'humain devient un psychologue ou un gestionnaire de crise? Le terme psychologue n'est pas utilisé tel quel, mais l'idée y est. Si l'algorithme dit brutalement « vu le climat, arrêtez le blé et passez au sorgho », c'est d'une violence inouïe pour un agriculteur. Ah oui, c'est clair. C'est son identité, c'est son histoire familiale souvent. Donc le rôle de l'humain, ce sera d'interpréter cette donnée froide et d'accompagner l'exploitant. L'aider à trouver des financements, gérer la transition, le rassurer. L'IA pose le diagnostic, l'humain gère le traitement. C'est super intéressant. Et cet argument, il s'étend aussi à la gestion de la ferme au quotidien. Les sources présentent l'IA comme un vrai levier de survie par l'efficacité opérationnelle. Ça sonne un peu jargon d'école de commerce, non? Totalement. Mais concrètement, sur une ferme, ça veut dire utiliser des modèles prédictifs pour ne plus acheter les semences au hasard, ou optimiser les trajets des tracteurs pour économiser du carburant. Ou encore calculer la dose d'engrais au centimètre carré près au lieu d'arroser tout le champ. Et la conséquence directe, c'est la récupération de marges financières. Les exploitations sont souvent étranglées par les dettes, là ça leur dégagerait de la trésorerie. Le panel souligne d'ailleurs un paradoxe fascinant. Cette trésorerie nouvelle pourrait servir à embaucher de la main-d'œuvre humaine, justement, Pour faire quoi du coup? pour des tâches à plus haute valeur ajoutée, ou pour passer à des pratiques agroécologiques qui demandent plus de présence humaine sur le terrain. Le numérique financerait le retour de l'emploi qualifié. C'est la promesse d'un nivellement par le haut en fait. Une petite ferme familiale accède à la même puissance d'analyse qu'une multinationale. Mais il y a une condition sine qua non qui est ressortie. Ah oui, l'avertissement sur la commoditisation de l'IA. C'est ça. Ces outils ultra complexes doivent devenir aussi simples qu'un interrupteur électrique. Si l'agriculteur doit passer ses soirées sur des tableaux de bord indigestes après 14 heures de boulot, c'est mort. Il rejettera la technologie, purement et simplement. Et cette nécessité d'outils clés en main, ça nous amène au point de rupture le plus tendu du débat. Ah, le grand débat sur la souveraineté. Voilà, si ces logiciels prédictifs deviennent le système nerveux de l'agriculture européenne, la question c'est qui les contrôle? Et sur ce panel, il y a eu un vrai affrontement idéologique. Très courtois dans la forme, mais radical sur le fond. On a vraiment deux visions opposées. D'un côté, on a l'INRIA, la recherche publique. Ils refusent de calquer le modèle américain. Ils veulent une IA européenne, ouverte, basée sur le logiciel libre, l'open source. Ouais, leur argument, c'est l'indépendance. Si l'Europe confie les données de ses sols à des monopoles étrangers, elle perd sa souveraineté alimentaire, ce qui s'entend parfaitement. Et face à ça, les startups sur scène opposent une urgence absolue du marché. Eux, ils disent l'éthique, c'est bien beau, mais pendant qu'on débat, les Américains et les Chinois déploient des solutions agressives. Donc ils réclament des financements massifs pour créer des géants industriels avant qu'il ne soit trop tard. C'est le fameux paradoxe français de l'innovation. Tu penses à quoi exactement? C'est comme si, en France, on avait formé les meilleurs architectes du monde capables de dessiner des maisons révolutionnaires, mais qu'on refusait de monter des entreprises pour les construire. Ah, c'est une excellente métaphore. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On laisse les boîtes étrangères construire tout le quartier avec leurs propres matériaux. C'est exactement le goulet d'étranglement décrit par les startups. Pour débloquer ça, ils appellent à un plan d'État massif, traiter l'IA comme une infrastructure stratégique, comme le nucléaire dans les années 70. Sinon, les fermes deviendront des clients captifs de la Silicon Valley. Mais ça m'amène à une question très terre-à-terre. Si l'urgence est là,
Pourquoi l'agriculture est-elle si en retard par rapport à la finance ou la médecine sur la tech prime? Les documents mettent en lumière deux obstacles. Un scientifique et un culturel. Scientifiquement, modéliser un champ, c'est pas comme modéliser une usine automobile. Bah non. Une usine, la température est constante, c'est stérile, tout est contrôlé. Voilà, faire un algorithme là-dessus, c'est facile. Mais un champ de blé, c'est l'absence de contrôle, c'est du vivant. Les informaticiens appellent ça de la donnée bruitée. Comment prévoir le rendement si ça dépend d'un gel soudain ou d'un insecte qui migre de manière imprévisible? C'est le chaos biologique face à la rigueur binaire. Ça, c'est le mur scientifique. Et puis, il y a le choc culturel. La tech voit souvent le monde agricole comme étant fataliste. Ouais, alors là, je trouve ça dur. Qualifier les agriculteurs de fatalistes parce qu'ils se méfient d'un ingénieur venu de la ville avec une tablette, c'est pas du fatalisme, c'est du réalisme. C'est vrai que la perspective est différente. Un développeur, s'il fait une erreur dans son code, il redémarre le serveur. L'agriculteur, s'il suit un algorithme qui se plante sur la météo, il perd tout son revenu de l'année. Sa prudence, elle est vitale. Et c'est cette résistance mutuelle qui est le cœur du problème. La conclusion d'un des experts, c'est que le blocage n'est plus technologique, il est humain. Il faut une disruption culturelle. C'est-à-dire un problème de traduction entre les deux mondes? Exactement. Le développeur pense en boucle logique, si A, alors B. Il doit apprendre à parler à l'agriculteur qui sait que si A, alors peut-être B, mais seulement si le vent ne tourne pas. Tant qu'on n'a pas réconcilié ces deux langages, les logiciels resteront dans les tiroirs. Créer ce lexique commun, c'est un défi gigantesque. Totalement. Et pour prendre un peu de recul pour ceux qui nous écoutent, pourquoi s'intéresser à tout ça, même si on n'a jamais mis les bottes dans un champ? Parce que les répercussions vont bien au-delà de la ferme. La réussite ou l'échec de cette transition va dicter le prix et l'empreinte carbone de tout ce qu'on mange. Ça pose aussi la question géopolitique dont on parlait tout à Oui. l'heure. Celui qui détient l'algorithme d'optimisation de la récolte de blé, il détient in fine la souveraineté d'une nation. L'indépendance de notre continent face aux superpuissances, elle va se jouer dans des lignes de code qui indiquent quand moissonner. C'est dingue, l'IA est en train de transformer la ferme en un nœud de données. Un vrai changement de civilisation, oui. Ce qui nous amène inévitablement à cette question vertigineuse laissée en filigrane dans les sources. Projetons-nous un instant. Vas-y. Imaginons que demain, ces algorithmes atteignent une forme de perfection. Le système dicte à la minute près le semis, au milligramme l'engrais, pilote les drones, et la récolte est écologiquement et économiquement parfaite. Le scénario du succès technologique total. Voilà. Dans ce scénario-là, à qui appartiendra véritablement le succès de la moisson? Est-ce qu'on devra célébrer l'agriculteur qui a appliqué les recos? Ou bien l'ingénieur de la boîte tech qui a pondu l'équation gagnante? C'est une excellente question qui touche au cœur de l'identité paysanne. Et on va laisser ceux qui nous écoutent y réfléchir. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée et à très bientôt.